Le 30 juin 1967, exactement 7 ans après l'indépendance du Congo, un homme monte dans un avion privé à Madrid. Il est en route pour Majorque. Vacances à soleil, il s'appelle Moïse Tshombe, ancien président du Katanga, ancien premier ministre du Congo. L'homme que l'Occident a aimé, utilisé puis laissé tomber. Il ne sait pas que l'avion est un piège. Avant même qu'il atterrisse, son destin est scellé. Mobutu Sese Seko, l'homme qui l'a contribué à mettre au pouvoir 7 ans plus tôt, a ordonné l'opération. Ce que les archives déclassifiées de la CIA, les câbles diplomatiques américains et les témoignages d'un journaliste présent sur place révèlent, c'est que 1967 n'est pas une simple histoire des coups tordus en Afrique. C'est la conclusion logique des 7 ans de guerre secrète et l'enterrement définitif de la sécession katangaise. 3 phrases, une vie. Tshombe a sécessé les Katanga en 1960 avec l'argent de l'union minière. Il a fait tuer Lumumba en janvier 1961 dans son propre territoire. Et en novembre 1965, quand Mobutu a pris le pouvoir, Tshombe a fui en Espagne, condamné à mort par contumace. Voilà l'homme. Voilà où on en est au début de 1967. Mais le vrai sujet de cette vidéo, ce n'est pas la biographie de Tshombe, c'est la mécanique du piège, c'est comprendre comment, dans les coulisses de cette guerre de sécession qui n'était pas vraiment terminée, Mobutu a finalement gagné. Et comment les Occidentaux qui avaient créé Tshombe l'ont regardé disparaître sans lever un doigt. Pourquoi 1967 ? Parce que la guerre n'était pas finie. Voilà ce que beaucoup oublient. La sécession du Katanga s'est officiellement terminée le 15 janvier 1963, quand l'ONU et l'armée congolaise ont forcé Tshombe à se rendre après l'opération Grand Slam. C'est la version officielle. Mais dans les faits, dans les camps d'Angola, dans les villas de Madrid, dans les bars de Bruxelles, où les anciens mercenaires s'est retrouvés, la guerre n'avait jamais vraiment cessé. Voilà ce qui s'est passé après janvier 1963 et qu'on ne raconte presque jamais. Quand Tshombe a fui, il n'est pas parti seul. Il est parti avec une armée en réserve. Ces anciens gendarmes katangais, des milliers d'hommes, ont traversé la frontière angolaise, les autorités coloniales portugaises, qui combattaient elles-mêmes des guérillas indépendantistes. Ils ont installé dans des camps. 2 de ces 4 camps sont devenus en 1964 des bases d'entraînement militaire. Les trésors des guerres katangais, les réserves de l'armée de l'air, l'or, les équipements avaient été exfiltrés en janvier 1963 par voie aérienne et ferroviaire, avec l'assistance de la Rhodésie du Sud. En d'autres termes, Tshombe avait perdu les territoires, mais il avait gardé les hommes, les armes et l'argent. Et il avait quelque chose d'encore plus précieux, la loyauté des mercenaires aguerris, Bob Denard, Jean Scram, des hommes qui avaient combattu pour lui au camp Katanga depuis 1961 et qui n'avaient pas oublié à qui ils devaient leur carrière. Les grands retournements. Tshombe, premier ministre du pays qu'il avait trahi. Bon, maintenant écoute bien, parce que ça, c'est un truc que l'histoire officielle passe très vite. En 1964, Tshombe est l'homme condamné pour trahison, l'homme accusé d'avoir fait tuer les premiers ministres du Congo et nommé premier ministre du Congo. Oui, tu as bien entendu. Comment ? Pourquoi ? La rébellion Simba avait éclaté en janvier 1964. Les lions des insurgés pro-Lumumba, soutenus par la Chine et les Cuba, dont un certain Che Guevara, contrôlaient déjà la moitié orientale du pays. L'armée nationale congolaise était en déroute. L'État s'effondrait à nouveau. Mobutu, qui dirigeait alors l'armée en coulisses, avait besoin d'un homme capable d'obtenir l'aide occidentale immédiatement. Un homme que les Belges, les Américains, les mercenaires respecteraient. Il a pressé Kasavubu de nommer Tshombe. C'est fascinant, non ? Les mêmes Mobutu qui avaient contribué à livrer Lumumba à Tshombe en 1961 a maintenant besoin de Tshombe pour sauver les Congo. Et Tshombe, pragmatique jusqu'au bout, a accepté. Il a rappelé ses anciens mercenaires. Denard est revenu. Mike, commandant de la 5e commando,
a débarqué avec ses hommes. Les États-Unis ont fourni 4 C-130 des transports, 3 hélicoptères H-34, 5 bombardiers B-26 pilotés par des Cubains payés par la CIA. Voilà ce que Stanley Meisler, journaliste à Nairobi, en 1967 a documenté pour The Nation. En novembre 1964, l'opération de Stanleyville, un saut du parachutiste belge combiné à l'avance des mercenaires, a libéré les otages occidentaux détenus par les Simba. La rébellion a été écrasée, Tshombe avait fait le travail. Et c'est là que Mobutu a vu les problèmes. La menace qui ne disparaît pas. Tshombe était trop populaire, trop efficace, trop entouré. En octobre 1965, Kasavubu l'a limogé. Les prétextes officiels, l'usage des mercenaires blancs. La vraie raison, Tshombe menaçait de devenir plus puissant que les chefs d'État. Un mois plus tard, le 25 novembre 1965, Mobutu a fait son deuxième coup. Le vrai, le définitif, il a pris le pouvoir, dissout les parlements, aboli tous les partis politiques. Tshombe a fui en Espagne. Mobutu l'a condamné à mort par contumace le 13 mars 1967. Mais condamner un homme qui vit à Madrid avec des comptes en Suisse et une armée en Angola, c'est une chose. L'éliminer vraiment, c'en est une autre. En 1967, Mobutu est cerné. Les câbles CIA déclassifiés montrent qu'il recevait des renseignements sur des complots à répétition. Selon un document CIA de lecture publique, des représentants américains à Kinshasa affirmaient en privé que personne sauf sa famille ne pleurait si Tshombe disparaissait. Et dans les coulisses, les plans que Mobutu redoutait prenaient forme. Il y avait un scénario concret sur la table, documenté dans les archives du Harvard Crimson de l'époque et dans les câbles d'ambassade déclassifiés, sabotage économique du Congo, coup dans l'Est par des mercenaires blancs, création d'un État sécessionniste dans l'Est, retour triomphal de Tshombe. Les pro-Tshombe avaient déjà fait sauter les ponts des Lubudi et mené des actions de sabotage économique. Scram et Denard étaient encore au Congo, supposément au service de Mobutu, commandant des unités de l'armée nationale. Mais leur loyauté réelle restait ambiguë. Selon les journalistes Stanley Meisler, présent en Afrique à l'époque, Scram ne se voyait pas comme un homme de main, mais comme un prophète, purgeant les Congos par la tourmente. Tshombe avait des hommes, il avait de l'argent, il avait les projets. Mobutu avait les renseignements et un contact au sein du CDSE, les services secrets français. Les pièges, la mécanique exacte. 30 juin 1967, 7 heures précises du matin, un avion à Madrid. Tshombe monte à bord d'un jet Walker Siddeley, destination Majorque. Il voyage avec quelques proches, la sécurité est légère, peut-être trop légère pour un homme condamné à mort. À bord se trouve Francis Bodman, un Français, ancien croupier, devenu agent des CDSE, les services des renseignements militaires français. À mi-vol, Bodman sort un pistolet équipé d'un silencieux. Il tire vers les premiers passagers qui bougent. Il les rate ou vise délibérément à côté. Il ordonne aux pilotes de changer de cap. Destination Alger. Les plans originaux, selon l'analyse publiée dans un document CIA déclassifié, accessible sur les sites de la CIA, étaient brutaux dans sa simplicité. Tshombe devait être amené en secret à travers l'Algérie, produit spectaculairement à Kinshasa et exécuté avant que quiconque n'ait le temps de protester. C'était l'idée. Le plan a failli fonctionner. Il a capoté pour une seule raison. Le copilote a réussi à transmettre un message radio avant l'atterrissage. Ce message a été entendu. Quand l'avion s'est posé à Alger, un officier junior était là et il a parlé. L'Algérie ne pouvait plus faire semblant de ne rien savoir. Tshombe n'est jamais arrivé à Kinshasa. Il était emprisonné en Algérie. La réaction en chaîne que personne n'avait prévue. Voilà où ça devient intéressant.
Et c'est que les livres d'histoire ne racontent généralement pas. Scram et Denard au Congo avaient attendu les signaux. Tshombe devait revenir. Il devait marcher vers le sud, rejoindre les exilés katangais qui traversaient depuis l'Angola. C'était les plans complets. Le kidnapping a tout à fait basculé. Les mercenaires se sont retrouvés avec les plans. Mais sans Tshombe, plus de patrons, plus de légitimité politique. Mais les armes, les hommes et une fenêtre qui s'est refermée. Ils ont décidé de foncer quand même. Le 5 juillet 1967, 6 jours après les kidnappings, à l'aube, les unités de Scram ont lancé des attaques surprises simultanées sur 3 villes de l'est du Congo, Stanleyville, Kindu et Bukavu. L'assaut a commencé avec des tirs, des mitraillettes, sur 2 camps de l'armée congolaise, tuant des soldats et leurs femmes et enfants. Le Congo a paniqué. Mobutu a déclaré l'état d'urgence, restreint les mouvements de tous les blancs du pays. Ce qui a suivi est une guerre dans la guerre. Scram, un planteur belge devenu seigneur des guerres, s'est replié sur Bukavu avec ses 160 mercenaires blancs et environ 1000 anciens gendarmes katangais. Il a attendu une révolution. Il a attendu que les chaos économiques, les mines fermées, les cultures abandonnées, les réfugiés blancs en fuite, enflamment la haine contre Mobutu. La révolution n'est pas venue. Denard, lui, a essayé. La diversion depuis Angola, son unité a traversé la frontière à bicyclette, littéralement à bicyclette parce que les véhicules étaient en panne. Ils ont saisi les camions d'une compagnie minière, ils ont été embusqués par l'armée congolaise et forcés de retraiter. Et Mobutu a reçu quelque chose d'autre. 3 avions de transport militaire américains C-130 envoyés par les présidents Johnson sans approbation expresse du Congrès pour réapprovisionner l'armée nationale et écraser la révolte. Au Congrès américain, des sénateurs républicains et démocrates confondus ont crié au scandale. Les sénateurs Fulbright, critique de la guerre du Vietnam, a dénoncé l'intervention. Mais c'était fait. Les États-Unis avaient de nouveau leurs avions au service de Mobutu. Le 29 octobre 1967, la 2e brigade parachutiste de l'armée congolaise a finalement défait Scram à Bukavu. Les mercenaires survivants ont traversé les ponts vers le Rwanda. Les gendarmes katangais, eux, se sont dispersés vers l'Angola, où ils resteraient actifs pendant encore des décennies. Et Tshombe, dans tout ça, il était en Algérie, prisonnier dans des villas, déplacé de baraque en baraque. Mobutu voulait l'extradition. Les câbles déclassifiés des départements d'État américains montrent que son ministre, Bomboko, s'est rendu à l'ambassade américaine à Kinshasa le 3 juillet 1967 pour expliquer qu'il était d'un intérêt vital pour les Congolais d'éliminer Tshombe. L'ambassadeur américain a hoché la tête en privé tout en demandant officiellement que les procès se tiennent dans les règles. L'Algérie avait un prix différent. Elle voulait que Mobutu rompe avec Israël, rompe avec l'Occident, gracie les Simba, un prix inacceptable, surtout pour les soutiens CIA de Mobutu. Le résultat, une impasse de 2 ans. Tshombe a vécu sous résidence surveillée en Algérie jusqu'au 29 juin 1969. Cette date, tu la notes, c'est exactement 2 ans après les jours de son kidnapping. C'est aussi le même pour l'anniversaire de l'indépendance du Congo. Les médecins algériens ont dit « mort naturelle ». Dans son sommeil, crise cardiaque, sauf que le neveu de Tshombe, Joseph Kayombe, a immédiatement déclaré qu'aucun médecin désigné par la famille n'avait été admis à l'autopsie. L'ancien gouverneur du Katanga en exil, Daniel Mungoya, a accusé l'avocat français Jacques Vergès d'avoir empoisonné Tshombe sur ordre de Mobutu. A déclaré que Tshombe avait été tué par 2 injections de substances différentes, préparées par la CIA. On ne saura probablement jamais la vérité. L'autopsie n'a jamais été rendue publique dans son intégralité. Vergès n'a jamais été poursuivi. Ce qu'on sait, c'est que
Les documents CIA déclassifiés disent clairement que les kidnappings étaient organisés par les gouvernements de Mobutu. Cela n'est fait aucun doute. Et la CIA, parfois en opposition au département d'État, a été depuis le début le principal et indispensable soutien de Mobutu. L'histoire de Tshombe et Mobutu en 1967, c'est l'histoire d'un monde qui avait fabriqué deux hommes pour ses propres besoins et qui regardait désormais l'un détruire l'autre. L'histoire de la sécession katangaise est aussi l'histoire d'une guerre qui ne s'est jamais vraiment terminée en 1963. Elle s'est transformée en camp d'Angola, en réseau de mercenaires, en kidnapping en silence autour d'une autopsie à Alger. Et l'histoire de 1967, c'est enfin les moments où l'Occident, la CIA, Paris, Bruxelles, Washington, a choisi son camp définitif, pas parce que Mobutu était meilleur, mais parce que Mobutu était là, parce qu'il contrôlait les cobaltes, les cuivres, l'uranium, et parce que les Simba, eux, étaient communistes. Le Congo les a payés cher, ces choix, pendant 30 ans. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu prends cette histoire au sérieux. La prochaine vidéo va dans les coulisses financières. L'argent que l'Union minière a sorti du Katanga entre 1960 et 1963 et ce qu'il est devenu. Les registres existent, on va les lire ensemble. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour soutenir notre chaîne et pour ne pas manquer les autres prochains épisodes sur les histoires du Congo.